Je suis vraiment contente de cette formation continue que vous adoptez. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on a voulu changer un peu de l'hypertension artérielle et des syndromes coronariens, et j'ai voulu vous parler des urgences cardiovasculaires en dehors du syndrome coronarien aigu que nous avons déjà traité auparavant. Et voilà, donc j'ai voulu traiter un autre volet des urgences cardiovasculaires. Alors, on va commencer par ce premier cas clinique, le cas d'une patiente de 50 ans. Elle a comme facteur de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle. Elle est ménopausée, sédentaire, pas diabétique, pas tabagique. Elle a un profil lipidique qui n'est pas connu et pas de notion d'hérédité coronarienne. J'insiste sur le fait de recueillir toujours de manière systématique et stéréotyper les facteurs de risque cardiovasculaire, comme ça on n'oublie rien. Alors, comme antécédent, cette dame, elle a eu une notion de luxation du genou droit, sans document, pour laquelle elle a eu un traitement par immobilisation traditionnelle chez JPAR. Ça fait 3 mois avant sa consultation. Donc, comme autre antécédent, elle a une cholécystectomie, ça fait 8 ans. Alors, son motif de consultation, c'était une dyspnée stade 2 de la NYHA, c'est-à-dire une dyspnée d'effort. Donc, elle rapporte également palpitations, lipothymie qui surviennent à l'effort. Donc, pas d'autres signes associés. Elle est apyrétique avec une conservation de son état général. Donc, son examen clinique, donc pour récapituler, une patiente de 50 ans, sans autre facteur de risque cardiovasculaire à part une hypertension artérielle, antécédent d'une luxation du genou immobilisé de manière traditionnelle, et elle consulte pour une dyspnée stade d'effort. Donc, son examen physique trouve une patiente consciente, son état tensionnel est correct. Elle est tachycarde, une fréquence cardiaque à 120 par minute, une fréquence respiratoire à 21 cycles par minute et une saturation à l'oxygène à 97% à l'air ambiant. Donc, on fait l'examen cardiovasculaire, il est sans anomalie particulière. Son examen pleuropulmonaire également sans anomalie. On examine de manière systématique, donc au niveau des mollets, on trouve qu'il y a une diminution du ballottement physiologique du mollet droit avec un discret œdème. On va réaliser un électrocardiogramme. Qu'est-ce que vous voyez au niveau de cet électrocardiogramme? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que tout vous semble normal? Est-ce que vous arrivez déjà à voir le CG ou pas? Ouais. Non. Est-ce que c'est un rythme qui est régulier? Donc, en voyant la succession des ondes R, des QRS. Donc là, le QRS, est-ce que c'est un rythme qui vous paraît régulier? Donc, je rappelle une patiente qui consulte pour une dyspnée. Ça peut être un passage en fibrillation atriale, ça peut être autre chose. Donc, regarde si le rythme est régulier. Il est régulier. Est-ce qu'elle est tachycarde? Donc, elle a une fréquence cardiaque autour de 100. Donc, on l'a calculé à l'ECG. Et il y a là où je mets les petites flèches. On sait que le QRS, c'est une onde d'abord, puis une déflexion négative qui est l'onde Q, qui est une onde inconstante, puis il y a l'onde R qui monte, elle dit, l'onde R, elle monte, et puis il y a le S. Alors ce signe-là, on le cherche toujours en D1. On dit l'onde S en D1. Il y a l'aspect S1, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cet aspect-là, on ne le trouve pas chez tout le monde. Donc l'aspect S1, cette petite onde S, là, au niveau de la dérivation de D1. Puis, on va regarder au niveau de D3. Au niveau de D3, il y a l'onde P et à côté, cette première déflexion négative, c'est l'onde Q. Toujours la première déflexion, le premier incident négatif qu'on voit après l'onde P, c'est une onde. Donc, l'aspect-là, l'aspect qu'on appelle S1Q3, c'est-à-dire en D1, j'ai une onde S et en D3, j'ai une onde Q. Il est spécifique de quelque chose. Est-ce que vous avez une idée de quoi est-il spécifique? D'une embolie pulmonaire. Donc déjà, il n'est pas pathognomonique, mais il nous oriente, d'autant plus toujours on se...
Déjà, voilà, c'est ce que j'allais. Avant de faire l'ECG, on se réfère toujours au contexte. Il y a une situation thromboembolique. Cette situation-là, il faut toujours la chercher et l'éplucher à votre anamnèse. Dans votre anamnèse, il faut pas s'attendre à ce que ce soit le patient qui vous rapporte, voilà, j'ai été immobilisé, parce que pour lui, c'est un antécédent vieillot qui date de 3 mois. Peut-être qu'il va même pas vous le rappeler. Donc, c'est à vous de demander est-ce qu'il y a une notion d'alitement, est-ce qu'il y a une notion d'immobilisation par pansement, par jbira ou autre chose. Donc, bien sûr, quand on voit cet aspect électrocardiographe, ça nous réconforte dans notre qui est l'embolie pulmonaire. Alors, on fait une radiographie du thorax. Donc, on a un aspect de cardiomégalie. Le cœur est gros. Donc, si on calcule l'index cardiothoracique, il est à 0,7. On a regardez la coupole diaphragmatique, une ascension de la coupole diaphragmatique droite et une distension et un aspect de gros île à droite. Donc, il y a un gros île pulmonaire à droite. Donc, on a dit que la première chose le premier diagnostic auquel on a pensé, c'est une embolie pulmonaire vu le contexte d'immobilisation. Donc, quand je pense à une embolie pulmonaire, je dois me poser 2 questions. Est-ce que je suis devant une embolie pulmonaire grave ou pas? Comment je vais répondre à cette question? C'est simple. La pression artérielle. Si je suis devant une suspicion d'embolie pulmonaire et j'ai une hémodynamique qui est basse, c'est-à-dire j'ai une pression artérielle, notamment systolique, inférieure à 90 mm de mercure, je suis devant une embolie pulmonaire grave. Donc ma stratégie, elle va différer. Donc là, c'est l'urgence extrême. Le cas de notre patiente, rappelez-vous, sa pression artérielle était au-delà de 100. Donc, elle est à 110, donc on n'est pas dans l'entité d'embolie pulmonaire grave. Donc, j'ai les signes cliniques, j'ai des signes indirects sur le CG, j'ai quelques signes d'orientation sur la radiologie pulmonaire. Alors, comment je vais confirmer mon diagnostic? Qu'est-ce que je vais demander? Angioscanner, dédimère, scintigraphie. Alors, pour adopter une stratégie des examens complémentaires et pour hiérarchiser ces examens complémentaires, je vais proposer un score, donc un score de probabilité. Est-ce que mon embolie pulmonaire est fortement suspectée? Si c'est le cas, je vais plutôt opter directement pour un angioscanner. Si je suis devant une faible probabilité clinique, c'est là où je vais demander les dédimères. Alors, pour ceci, nous avons un score de probabilité clinique. C'est le score, est-ce que vous le connaissez, ce score-là? Non, c'est le score de Wells. Alors, ce score-là, regardez, en haut, on a des items. Les scores, il ne faut jamais les apprendre. Il faut les découper et les poser sous le bureau. On ne peut pas les apprendre, on ne peut pas les retenir. Alors, on a un antécédent de maladie veineuse, premier item du score. Vous arrivez à voir? Premier item du score, antécédent de maladie veineuse thromboembolique. C'est quelqu'un qui a fait déjà auparavant une phlébite pour laquelle il a été traité ou quelqu'un qui a déjà fait une embolie pulmonaire. Donc, on va lui donner le score de 1,5. Alors, deuxième item, fréquence cardiaque supérieure à 100. Notre patiente, elle avait une fréquence cardiaque plus de 100. Donc voilà, ceci est pour elle. Donc on a 1,5. Intervention chirurgicale ou immobilisation dans le mois précédent. 1,5. Donc on est arrivé à un total de 3 pour l'instant. Hémoptysie, elle n'a pas. Cancer en évolution, elle n'a pas. Signe clinique de thrombose veineuse profonde. Est-ce qu'elle a un signe clinique de thrombose veineuse profonde? Oui, on a dit diminution du ballottement physiologique du mollet. Donc, ça nous donne le score de 3. Donc là, on est à 6. On a oublié quelque chose. Donc, on est à 6. Regardez en bas. C'est un score qui est à 3 niveaux. On a la probabilité clinique basse quand le score est entre 0 et 1. On a une probabilité clinique intermédiaire quand il est entre 2 et 6. Et on a une probabilité clinique haute quand il est supérieur à 7. Alors notre patiente, elle a 7. Je pense qu'on a oublié quelque chose. On a dit la fréquence, l'antécédent, l'intervention, cancer, signe de thrombose. Donc on est à 7. Donc probabilité élevée, ça nous ramène à cet algorithme
Donc toujours, on va évaluer la probabilité. Quand on est devant une probabilité clinique haute, donc l'embolie pulmonaire, elle est probable. On est là. Probabilité clinique haute ou embolie pulmonaire probable. Là, je demande directement l'angioscanner. Je ne vais pas perdre mon temps à demander des dédimères. Donc, quand l'angioscanner est positif, donc c'est bon, on a confirmé, il faut traiter. Quand il est négatif, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Maintenant, si la probabilité clinique de cette patiente était intermédiaire à basse, c'est-à-dire basse, si on a dit un score entre 0 et 1, ou là, intermédiaire, c'est-à-dire entre 2 et 6, c'est là où je demande les dédimères. Alors, sachez que des dédimères, leur valeur prédictive négative est la plus importante. C'est ce qui nous intéresse. Les dédimères sont négatives, j'élimine complètement le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Quand les dédimères sont positives, ça ne me donne pas le droit de dire oui, il a une embolie pulmonaire que passant par un angioscanner. Donc la probabilité clinique négative est très importante. Elle est spécifique et elle a une forte spécificité et sensibilité pour dire qu'il n'y a pas embolie pulmonaire. Donc c'est là où je demande l'angioscanner qui va me dire si oui ou non c'est une embolie pulmonaire. Oui, des dimères négatives, on élimine complètement quand ils sont positifs. Quand ils sont négatifs, ils servent à éliminer une embolie pulmonaire. C'est ce que je voulais dire. Quand ils sont positifs, ce n'est pas pathognomonique d'une EP, ça peut être positif dans plusieurs pathologies, mais quand ils sont négatifs, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Complété par une échocardiographie transthoracique. Celle-ci a montré que le ventricule droit, donc les éléments qui nous intéressent, un ventricule droit qui est dilaté avec une fonction normale, et elle nous a montré la présence de masse une au niveau de l'oreillette gauche et une au niveau de l'oreillette droite. Donc, avec une élévation des pressions au niveau de l'artère pulmonaire. Donc ceci, quand on a cette association, pas des masses au niveau des oreillettes, on a une élévation de la pression artérielle pulmonaire, on a un ventricule droit qui est dilaté, ce sont des signes échocardiographiques d'un cœur pulmonaire aigu. Donc on dit cœur pulmonaire aigu ou cœur pulmonaire embolique, c'est-à-dire que le ventricule droit, comme le ventricule droit, il est rattaché à l'artère pulmonaire. On sait que l'embolie pulmonaire, c'est la présence d'un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire. Donc ce ventricule droit qui veut éjecter au niveau de l'artère pulmonaire, celle-ci, elle est obstruée par un thrombus et donc il se dilate. C'est une dilatation aiguë du ventricule droit. Donc c'est un signe échocardiographique, bien sûr, réconfortant pour le praticien avant d'aller vers l'angioscanner. Alors l'angioscanner est fait. Donc j'ai un autre ami radiologue. Bon, l'angioscanner, il a confirmé la présence d'une embolie pulmonaire proximale, bilatérale, étendue aux branches lobaires et segmentaires et sous-segmentaires. Il a confirmé la dilatation du ventricule droit avec un rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui dépasse 1. En cas de petits emboles. Je pense pas. Quand le thrombus est conséquent, c'est là où on aura une dilatation aiguë. C'est pour ça que c'est pas le signe échocardiographique, comme j'ai dit, il est réconfortant, il nous aide, il nous met à l'aise dans notre décision, mais c'est pas le signe à retenir. C'est-à-dire s'il n'y a pas de dilatation du ventricule droit, il n'y a pas d'embolie pulmonaire, c'est pas vrai. Comme vous avez dit, la présence de petits thrombis ne va pas donner une dilatation du ventricule droit. Alors, comme on a une diminution du ballottement du mollet, donc on a complété par un échodoppler veineux du membre inférieur droit, et donc il a confirmé la présence de matériel échogène hétérogène confirmant un thrombus endoluminal qui confirme le diagnostic de thrombophlébite du membre inférieur droit. Comment vous avez... Là, on a posé le diagnostic. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Est-ce qu'il faut hospitaliser? Il faut hospitaliser. C'est une embolie bilatérale et proximale.
embolie, on a des critères de gravité. C'est une embolie bilatérale et proximale. Il y a aussi certains critères de gravité biologiques. Quand on fait le dosage, parmi lesquels il y a le dosage des troponines. La troponine, on sait, c'est un marqueur de nécrose myocardique. D'accord ? Et quand dans l'embolie pulmonaire, on a une élévation des troponines, ça veut dire qu'il y a une souffrance de quel ventricule ? À droite. Il y a une souffrance du ventricule droit, donc c'est un marqueur de gravité aussi. Donc là, on va faire une stratification du risque. Cliniquement, elle a une hémodynamique stable, bon, elle est certes tachycarde. Sur le plan biologique, voici les bilans qu'on demande pour stratifier le risque, pour dire est-ce qu'on est dans une situation de gravité clinique ou pas. On fait le dosage du BNP, le Brain Natriuretic Peptide, on peut faire le dosage des troponines. Donc troponine chez elle, c'était négatif. Sur l'écho, il y a des signes de cœur pulmonaire aigu, on a la dilatation du ventricule, on a l'hypertension artérielle pulmonaire et on a ce qu'on appelle le septum paradoxal, c'est quand le septum interventriculaire, il bombe vers le ventricule gauche. Et puis, on a un score de PESI, donc un score qu'on calcule pour voir le pourcentage d'évolution à haut risque. Donc, cette dame, on a calculé tout ça et on a trouvé qu'elle a, quand on a stratifié son risque de décès à 1 mois, donc elle était à un risque intermédiaire à bas. Donc, comme conclusion clinico-paraclinique, donc on est devant une embolie pulmonaire proximale, bilatérale, étendue aux branches lobaires, à risque intermédiaire, associée à une thrombose veineuse des membres inférieurs chez une patiente de 50 ans qui a comme facteur de risque thromboembolique un alitement prolongé suite à une immobilisation et comme facteur de risque cardiovasculaire, on a vu une HTA. Alors, quelle prise en charge? Donc, on est d'accord, cette dame-là, on va la traiter en hospitalier. Pourquoi? Parce que il y a certaines embolies qu'on peut traiter en ambulatoire. C'est le cas des embolies qu'on a classées à bas risque, c'est-à-dire cliniquement l'hémodynamique est correcte, les marqueurs biologiques BNP troponine sont négatifs, le TT est normal, la localisation des thrombis n'est pas en localisation proximale ni bilatérale, donc la saturation est correcte, certains embolies on peut les traiter en ambulatoire. Mais le cas de notre patiente, on va l'hospitaliser. Donc, comment vous allez traiter la patiente? Par quel traitement, quelle molécule, quelle dose? L'héparine. Héparine bas poids moléculaire. Qu'est-ce que vous allez donner? Héparine de bas poids moléculaire. Donne-moi un exemple. Enoxaparine. Oui, par exemple. Enoxaparine, on donne. Vous connaissez la posologie? En fonction du poids, un truc simple, 0, le poids, 2 fois par jour, ne dépassant pas 1 ml. C'est-à-dire si elle pèse 60 kg, je vais donner 0,6 ml 2 fois par jour. Si elle pèse 80 kg, 0,8 2 fois par jour. Si elle dépasse 100 kg, je m'arrête à 1 ml 2 fois par jour, quel que soit le chiffre au-delà. Donc je vais donner l'enoxaparine à côté. Il y en a plusieurs, les héparines de bas poids moléculaire, il y en a plusieurs, mais on a choisi l'enoxaparine, c'est facile à manier. D'accord. Qu'est-ce que je vais donner d'autre? Non, c'est la même dose, oui. Non, c'est la même dose. Est-ce qu'elle va rester indéfiniment sous HBPM? Donc, d'accord. Donc je vais prescrire en même temps, pas de relais, en même temps, le même jour. Les anticoagulants oraux, ça peut être les antivitamines K, les anticoagulants oraux directs. Actuellement, vous savez qu'au Maroc, ils sont en nombre. Maintenant, au Maroc, vous allez voir des patients qui seront sous anticoagulants oraux directs de plus en plus. Donc, il faut les connaître. Ils sont en nombre de 3. Il y a le Rivaroxaban, c'est le Xarelto, c'est le plus ancien. Vous pouvez le mettre directement. Vous mettez l'HBPM, c'est comme si vous traitez une phlébite. C'est pareil. Ce qu'on voit ici, traitement de l'embolie pulmonaire, ça équivaut le traitement de la phlébite. C'est la même chose. Donc,
C'est à la même dose. Donc il y a le rivaroxaban, il y a l'apixaban et il y a le dabigatran. Donc il faut ces trois molécules actuellement disponibles. Certes, elles ont leur avantage et leur inconvénient, mais il faut les connaître parce que de plus en plus, vous allez voir des patients dessus. Et aussi, ce sont des molécules dont le principal avantage, ça nous évite de faire des contrôles par le TP-INR. Dès que je mets la posologie, le patient, il la garde la durée que je vais lui prescrire. Ça évite la contrainte, mais le grand inconvénient, pas l'hémorragie. Le prix, c'est cher, ça coûte dans les 1000 dirhams la boîte. Le traitement d'un mois, ça coûte 1000 dirhams. Donc ça aussi, c'est une notion. Le Cintran, voilà, il coûte 35 dirhams. C'est une notion à tenir en compte. Donc, on va récapituler. Donc, cette patiente, on va la mettre sous enoxaparine. Vous avez choisi l'Ovenox 0,6 2 fois par jour. Puis, en même temps, je vais mettre le Cintran. Le Cintran, qui est l'antivitamine K, l'acinocumarol, 4 mg. Je vais choisir de la mettre sous un demi-comprimé. D'accord ? Et quand est-ce que je vais voir si je suis efficace? Au bout de 3 jours, 72 heures, je vais vérifier l'INR qui doit être mon INR cible. Il doit être compris entre 2. Comme si vous traitez une phlébite, c'est le même traitement. HBPM, antivitamine K, le même jour en ciblant, en visant un INR entre 2 et 3. D'accord? Pour les plaquettes, vous pouvez demander. Ce n'est pas indispensable, mais comme on a hospitalisé, on fait un bilan et pour voir les plaquettes, s'il y a un problème au niveau des plaquettes, pour voir la fonction rénale, l'urécréate, parce que les HBPM sont contre-indiqués quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 30, les HBPM sont totalement contre-indiqués. Est-ce qu'il y a autre chose que je vais donner? Un traitement médicamenteux, il y a également un traitement mécanique. Les bas de contention, obligatoires. Les bas de contention, ça permet, et c'est scientifiquement prouvé, les récidives, ça permet d'éviter les récidives de l'embolie pulmonaire et des phlébites. La durée du traitement maintenant. 3 mois, 6 mois, à vie. Alors, on va revoir. 3 mois quand on a une cause réversible. C'est-à-dire, je sais que la cause de cette patiente, c'est quoi? C'était l'immobilisation. Donc, je sais, le bilan étiologique, il est évident. Je ne vais même pas le faire. C'est l'immobilisation. Donc, cette dame-là, c'est son premier épisode. C'est la première fois qu'elle fait un problème. Donc, je vais la traiter pendant 3 mois parce que j'ai une cause. Quand je ne trouve pas de cause, je n'ai pas d'étiologie, c'est un premier épisode, je laisse le traitement pendant 6 mois. Maintenant, quand c'est une EP ou une phlébite récurrente, plus du deuxième épisode, je laisse à vie. Donc, c'est un traitement à vie. Donc, chez notre patiente, comme j'ai une étiologie, donc c'est un traitement de 3 mois. Chez elle? Oui, bien sûr. Ça dépend du contexte. Cette dame-là, elle est jeune. Elle a 50 ans, elle n'a pas d'autres facteurs de risque. Elle est jeune, elle est active. Donc, c'est certainement... On a un facteur qui était l'immobilisation, qui était la cause de l'accident thromboembolique. Oui, et on arrête le traitement. Est-ce qu'on a besoin de faire un contrôle Doppler? On fait ou on ne fait pas? Donc, c'est une question qui reste toujours suspendue parce que il y a fonction de la clinique, je préfère. Donc, si on a une régression des symptômes cliniques, il n'y a pas d'œdème, c'est-à-dire il n'y a plus de... Le ballottement physiologique du mollet, il est là. Donc, à ce moment-là, on peut arrêter aisément le traitement. Donc nous, comme elle était hospitalisée dans un hôpital, on a fait quand même le bilan étiologique, on a fait les marqueurs tumoraux. Oui,
Oui, voilà. Voilà, quand il y a situation de cancer, elle est là. EP sur cancer, c'est la 4e. Donc à vie ou jusqu'à rémission complète du cancer. Donc quand notre collègue oncologue nous dit que le cancer, la néoplasie, il est en rémission, donc là on peut arrêter les antivitamines K. Parce que j'ai eu un patient, il avait un cancer et puis justement il avait un problème traumatologique, donc la sédentarité, il était mis sous traitement, mais maintenant il arrive à se mettre debout, à se déplacer. Est-ce que c'est le cancer qui est la cause ou bien la sédentarité? Alors on va se dire qu'au moment où il a eu sa phlébite, qu'était c'est-à-dire sur le plan néoplasique, où est-ce qu'il en était? Est-ce que c'était un néo-actif? Est-ce qu'il était en rémission? Est-ce qu'il a eu ses cures? En rémission, je pense je pense que c'est plutôt l'immobilisation. C'est plutôt l'immobilisation. D'accord. Donc, je vous ai dit que le premier épisode, ça ne nécessite pas un bilan étiologique. Mais encore une fois, comme elle était à l'hôpital, donc on a fait le bilan étiologique, examen gynécologique, une échographie pelvienne pour voir s'il n'y a pas de néoplasie, les marqueurs tumoraux, un bilan immunologique, les anticorps anti-DNA, antinucléaires, et prévoir un bilan de thrombophilie après l'arrêt du traitement anticoagulant. Donc, mais toujours ce qui est important, j'insiste sur la prévention, vos patients qui vont se faire opérer, donc la prévention avant, par anticoagulation, avant d'arriver au stade curatif. Donc, je vous dis un mot sur ça. Quand on a l'association à la fois et en même moment d'une embolie pulmonaire avec une thrombose veineuse des membres inférieurs. Donc, cette association est dite délétère. C'est un facteur de mortalité plus importante que les patients qui ont une EP isolée sans la présence d'une thrombose veineuse. Parce que le risque de récidive, à chaque fois avec cette phlébite qui est là, est plus important. Voilà, vous avez des questions concernant ce cas clinique d'embolie pulmonaire. Donc, toujours le contexte, le embolique. Pour la prise en charge, Je dis qu'on n'hospitalise pas selon des critères, mais peut-être que vous avez raison. On a des patients qui habitent loin, ils habitent loin des structures hospitalières que pour être safe, le mieux c'est de les hospitaliser. Maintenant, j'ai dit que dans les recommandations, ceux qui sont à risque faible, on peut. Mais encore une fois, est-ce que ce sont des recommandations qu'on va prendre à la lettre? Est-ce que ça, dans le contexte dans lequel on se trouve, est-ce sont totalement adaptés. Moi, je suis d'accord avec vous que le mieux, c'est d'hospitaliser tous les patients qui présentent une embolie pulmonaire, et ceci, quel que soit, ne serait-ce que pour surveiller l'anticoagulation, d'évaluer l'INR sortie pour leur dire qu'ils ont un INR dans la fourchette souhaitée entre 2 et 3 avant de les laisser partir. Oui, alors, là, je vous en ai pas parlé parce que c'était pas le cas de notre patiente. Quand l'embolie pulmonaire est dite grave, embolie pulmonaire grave, je vous ai dit les critères de gravité, ce sont des critères hémodynamiques. Chute de la pression artérielle PS moins de 90. Là, on fait ce qu'on appelle la thrombolyse, comme pour les infarctus du myocarde, par la métallyse. C'est un produit qui coûte 20 000 dirhams, en effet. On fait la thrombolyse parce qu'il y a des critères de gravité. Ce n'est pas le cas de cette patiente, mais vous avez raison. Par exemple, si on a une contre-indication à angiothène, est-ce que l'écho Doppler suffit, par exemple, pour voir, vérifier si le malade a une phlébite des membres intérieurs et présente il faut traiter. C'est une embolie pulmonaire probable, même si on
probable. Déjà, là, on a un score de probabilité qui va être au moins intermédiaire. Si on a une contre-indication, idéalement, c'est de faire une scintigraphie qui va montrer une hypofixation dans les zones qui sont hypoperfusées. Donc, idéalement, c'est de faire la scintigraphie pulmonaire. Si on n'arrive pas à la faire, et déjà le traitement, il n'y a pas de changement. On a vu que c'était le même traitement. Le mettre, comme il y a une phlébite, donc c'est le même traitement. HBP1 plus antivitamine K, bas de contention, c'est le même traitement. Tout à fait. Il y a une raison pour les mettre sous anticoagulants? Oui, il y a une raison, mais au long terme, ils arrêtent leur traitement comme ça. Il faut qu'ils sachent qu'il y a toujours le risque de refaire l'embolie pulmonaire, que le risque est là. C'est-à-dire les sensibiliser, leur dire qu'en arrêtant votre traitement, vous risquez un problème embolique. Oui. Non, pas d'antiagrégants plaquettaires. Donc pas d'antiagrégants plaquettaires parce que les antiagrégants pour tout ce qui est artériel. Et là, on est dans le veineux. Donc pas d'antiagrégants plaquettaires, à moins qu'il y ait une autre raison pour laquelle on va donner les antiagrégants, mais pas dans cette situation. D'accord. On passe à une deuxième présentation clinique. Alors, c'est une patiente jeune, elle a 42 ans, elle a 2 enfants, elle est femme au foyer, elle est diabétique sous régime depuis 3 mois. Elle a une dyslipidémie sédentaire et une obésité. Donc pas d'antécédents particuliers. Alors cette dame-là, elle va consulter pour des palpitations de survenue brutale déclenchées par un effort et cédant au repos. C'est-à-dire elle fait l'effort, elle a une crise de palpitations qui sont déclenchées à l'effort et dès qu'elle arrête son effort, les palpitations s'amendent. Donc une durée variable, 10 à 20 minutes, avec un mode et fin brutal. C'est-à-dire le début est brutal et la fin est brutale. Ça s'arrête brutalement, sans perte d'urine et ça évolue depuis 3 mois. Elle dit en moyenne 2 épisodes par mois. Donc cet énoncé-là, quand vous avez quelqu'un c'est un motif fréquent de consultation. Les palpitations, c'est un motif très fréquent. Voici les questions qu'il faut demander. Ce sont ces questions-là. Est-ce que c'est déclenché, c'est des palpitations d'effort ou de repos? Est-ce que le début est brutal ou bien ils sentent un boom, puis c'est-à-dire il y a une extrasystole qui lance le démarrage, qui annonce la survenue de la crise rythmique ou pas. Est-ce que ça s'arrête après l'arrêt de l'effort, c'est-à-dire le mode de début, le mode de la fin, brutal, progressif. Et est-ce qu'il y a une perte d'urine? Ça nous fait penser à quoi la perte d'urine? Épilepsie, est-ce qu'il y a une perte d'urine? Et ça évolue, l'évolution. Et la fréquence aussi, la fréquence des crises. Combien de crises le patient fait? Est-ce que c'est handicapant? C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit je fais des palpitations, tout le monde en fait. Mais est-ce que la fréquence par jour, par semaine, par mois, donc ça nous permet. Donc ce sont ces questions-là à demander quand quelqu'un se présente pour des palpitations. Bien sûr, je cherche s'il y a d'autres signes associés. Est-ce qu'il y a une notion de douleur thoracique, une perte de connaissance? Et la perte de connaissance également, j'attire votre attention on peut la scinder en 2. Il y a le malaise lipothymique où le patient il vous dit j'ai des palpitations, après je sens un brouillard devant les yeux, mais je reste conscient de ce qui se passe autour de moi. Ça c'est la lipothymie. Et il y a les palpitations qui sont suivies d'une syncope, c'est-à-dire une perte totale et complète de la conscience. Donc ça, c'est toujours, je pose la question, si ces palpitations sont accompagnées d'une perte de connaissance, malaise lipothymique ou syncope. Donc le dernier épisode de cette patiente, il remonte à 22 heures avant son admission. Donc sur ce dernier épisode, il est survenu au repos et il n'a pas cédé. Donc la patiente actuellement, elle garde, au moment où elle consulte, elle a toujours ses palpitations. Donc on va faire le premier examen à faire, l'électrocardiogramme. Elle nous dit maintenant tout de suite j'ai les palpitations. Donc on va l'examiner rapidement, son état hémodynamique est stable, tension artérielle.
le Dynamap, il nous dit une fréquence cardiaque à 227, saturation correcte, fréquence respiratoire. Bon, elle n'a pas de signe de collapsus, pas de froideur, pas de sueur. Donc tout le reste de l'examen est sans particularité. Vous faites l'électrocardiogramme et vous avez cet aspect-là. Qu'est-ce que vous avez ici? Juste en mots simples, on ne va pas rentrer dans la finesse de... Est-ce que c'est régulier? Là, c'est régulier. Regardez, toujours alors pour dire que le rythme est régulier ou pas, toujours vous prenez une petite feuille blanche sur votre ECG, vous mettez des petits points, un là, et vous bougez les points si le rythme est régulier. Il est régulier chez cette patiente. Rythme régulier, rapide, c'est quoi? Donc, c'est une tachycardie, on est d'accord. On a dit déjà le Dynamap, il nous a dit une fréquence cardiaque à 225. Donc, c'est là, le premier, pour avoir la fréquence cardiaque, là, le premier gros carreau, on est à 300, donc on n'est pas loin. Le deuxième gros carreau, on est à 150, et là, on est entre les deux. Ça nous donne une idée, à peu près, on est à 200. Donc, c'est une tachycardie régulière, on a dit que le rythme était régulier. Tachycardie régulière. Est-ce qu'elle est sinusale ou pas? Oui, je vais chercher les ondes P. Elle n'est pas sinusale. Pourquoi? Elle n'est pas sinusale, pourquoi? Alors je vais chercher le 1 sinusal, ça veut dire P est suivi. On est d'accord. Donc pour dire si c'est sinusal, je vais prendre les ondes P. Toujours avec ma petite feuille blanche, je vais tracer des petits points. Voir si ce qu'on appelle l'auriculogramme, la distance entre les P et la distance entre les QRS. Quand je prends cette distance-là, est-ce qu'elle est égale à cette distance-ci? Donc la réponse est non. Donc c'est pas un rythme qui est sinusal. Donc c'est une tachycardie régulière. On avance. Comment les QRS vous paraissent? Large. C'est une tachycardie en avance. Tachycardie régulière à QRS large où les P sont dissociés au QRS. Les ondes P sont dissociées. C'est-à-dire, ce n'est pas un rythme sinusal. Donc cet aspect-là, c'est un aspect, quand vous le voyez, vous posez le diagnostic. Une tachycardie régulière à QRS large, c'est quoi? Régulière. À CFA, elle est irrégulière. C'est une tachycardie ventriculaire. Quand vous voyez cet aspect-là, c'est une tachycardie ventriculaire. Une TV, tachycardie régulière à QRS large, c'est une TV jusqu'à preuve du contraire. Donc, il se peut que vous voyez une patiente comme ça dans votre cabinet. Comment vous pouvez la traiter, cette dame-là? Au cabinet, elle a 42 ans. Il y a des critères qui vont... Il y a des critères... Alors, il y a des critères rassurants chez cette patiente, des critères qui nous rassurent. Lesquels? La tension artérielle et l'absence de signes de collapsus, l'absence de sueur, l'absence de froideur des extrémités. Elle a une tension artérielle, rappelez-vous, 126 sur 74. À part la gêne des palpitations, cette dame-là, elle est bien. Donc jusque-là, bon, c'est un petit peu rassurant. Mais c'est une tachycardie ventriculaire chez une jeune patiente de 42 ans. Que vous pouvez faire quelque chose dans le cabinet. Hein? Est-ce qu'il y a des manœuvres? Il n'y a pas de manœuvres. Là, il y a des manœuvres. Alors, les manœuvres, quand est-ce que je vais les faire? Les manœuvres, il a raison. Il y a des manœuvres qu'on peut faire rapidement. Mais ces manœuvres-là, je peux les tenter. Mais c'est surtout, s'il vous plaît, mais ces manœuvres-là, je les fais surtout dans les tachycardies régulières à QRS fin.
Quelle est la différence entre QRS large et fin? Il faut le nombre de millimètres. Le QRS, quand il dépasse 3 petits carreaux, c'est un QRS qui est large. Alors les manœuvres dont parlait Dr Aïchan, c'est des manœuvres toutes simples. Je peux appuyer sur les deux globes oculaires, appuyer de manière très forte. Je peux faire un massage, ce qu'on appelle le massage sino-carotidien. J'ausculte rapidement, mais je ne dois le faire qu'après auscultation. Il ne faut pas qu'il y ait de souffle, il ne faut pas qu'il y ait de plaque d'atteinte, parce que je peux comprimer et envoyer une plaque et faire un AVC. Donc j'ausculte vite fait, pas de souffle, je peux comprimer les carotides. Donc compression oculaire, compression des carotides, faire la manœuvre de Valsalva. Vous pouvez donner aux patients également. Il peut boire une gorgée d'eau glacée. Voilà, c'est quatre petites choses que vous pouvez tenter. Parce que on va imaginer le cas d'une tachycardie. Je vous ai dit que la tachycardie régulière à QRS large est une TV jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi je vous ai pas dit c'est une TV? Parce que des fois, on peut avoir une tachycardie supraventriculaire qui normalement est une tachycardie à QRS fin, mais le patient il est porteur d'un bloc de branche droit. Et de l'association bloc de branche droit plus tachycardie supraventriculaire peut donner un aspect pareil. Donc comme l'état hémodynamique, manœuvre anodine. C'est-à-dire, non, je peux les tenter rapidement. Donc, je peux tenter ce qu'on appelle les manœuvres vagales, dont le but est de stimuler le nerf vague, qui est un nerf bradycardisant. Donc, si j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? On la traite comment? Bêta-bloquant. Bêta-bloquant, idéalement, c'est d'avoir toutes les formes injectables. Comment je vais traiter cette patiente? Donc, nous, on l'a hospitalisée, c'est certain. Il faut l'hospitaliser, il faut prendre les voies veineuses. Moi, je vous mets à votre place si vous accueillez dans votre cabinet quelqu'un comme ça. Donc, on essaie de trouver en pratique qu'est-ce que vous pouvez faire. On a dit les manœuvres vagales, on la met à l'aise, on prend sa tension régulièrement pour voir. Bien sûr, on va appeler une ambulance, c'est certain. Et puis, entre-temps, je fais ça. Est-ce que je vais donner quelle molécule je peux donner? Le cabinet. Mon but, c'est de réduire cette tachycardie. Elle me dérange, elle est à 225. Je veux la réduire avant que l'hémodynamique ne dégringole. Donc, il faut que je traite. Vous pouvez donner un bêta-bloquant si vous en avez. Mais si je veux faire ce qu'on appelle une cardioversion, c'est-à-dire je veux réduire et ralentir cette patiente rapidement, avec une hémodynamique stable. J'insiste sur ça. Hémodynamique stable. Vous avez la cordarone, vous savez que la cordarone, il y a la forme orale et à la forme injectable. Alors quand l'hémodynamique stable, je peux faire une cardioversion en péros, orale. La posologie est de 30 mg kg. Dans votre cabinet, vous avez la boîte de cordarone. La boîte de cordarone, elle a une posologie, un dosage à 200 mg. Chaque comprimé, c'est 200 mg. Je calcule. 30 mg kg, elle pèse 60 kg, ça me fait 900. Donc, je vais donner 4 comprimés et demi. Un seul coup. Et j'observe, bien sûr, j'ai appelé l'ambulance. Ça, c'est des choses à faire en attente. Si vous avez une source d'oxygène, on va mettre l'oxygène. Donc la posologie de la orale, 30 mg par kilo. Bon, nous, on l'a hospitalisée parce qu'elle est venue dans ce tableau aux urgences, oxygénothérapie. Donc, et on a administré la cordarone par voie injectable. Alors, pendant que la cordarone par voie injectable passait, il fait une instabilité hémodynamique. Et toujours l'aspect électrique, il n'a pas changé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Aux urgences, on est en train de passer la cordarone et elle a fait une chute tensionnelle avec sueur. Donc, le choc cardiogénique ou le collapsus qu'on craignait est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule alternative. Il n'y en a pas deux. La choquer. Le défibrillateur, le choc électrique externe, c'est là. Donc une fois on l'a choqué, voici. Voilà.
Non, c'est ce qu'on a fait. Nous, elle était en unité de soins intensifs cardiologiques et on a donné la forme injectable de cordarone. Et c'est avec cette forme-là qu'elle a fait, suite à ça, elle a fait, c'est-à-dire que c'était comme un échec de l'amiodarone. Donc quand il y a échec, on a mis un choc électrique externe et voici, on a restauré un rythme régulier sinusal. Donc c'est une tachycardie à QRS large, c'était une tachycardie ventriculaire, bon là c'est les détails électriques, et cette dame-là, toujours devant un épisode de tachycardie ventriculaire, il faut chercher le pourquoi. Pourquoi une jeune patiente de 42 ans, elle est diabétique, elle a fait cet épisode de tachycardie ventriculaire. Donc première étiologie à laquelle je vais penser, c'est l'étiologie ischémique parce qu'elle est diabétique. Je vais dire peut-être qu'il y a une ischémie sous-jacente. Donc on a fait le dosage des troponines. Alors le dosage des troponines après électrique, il est toujours très élevé. Donc ça ne nous permet pas de dire est-ce que c'est suite au choc ou là c'est avant le choc. Et puis on a fait une écho-cœur. Alors l'écho-cœur, elle a montré des stigmates d'infarctus du myocarde, un ventricule gauche très dilaté, un ventricule qui ne fonctionne pas bien avec des zones d'hypocontractilité. Donc c'est très probablement une tachycardie ventriculaire dont l'étiologie est ischémique. Donc là, à cette étape-là, avec quoi on va compléter notre examen ? Une coronarographie. Donc la coronarographie, en effet, elle a montré qu'elle avait des trois tritronculaires, des trois vaisseaux, l'artère ventriculaire antérieure, la circonflexe et une lésion modérée au niveau de la coronaire droite. Donc comme c'est une patiente... Oui. Toujours, on ne sait pas si diabète sous régime, est-ce qu'elle était équilibrée, est-ce qu'elle avait une HbA1c dans les objectifs. Donc c'est ce qu'elle dit, il rapporte diabétique sous régime. Depuis combien d'années? Est-ce que c'est un diabète 1 qui date depuis l'enfance? Donc on ne sait jamais. Donc on a proposé cette patiente pour un pontage aortocoronaire et non pas une angioplastie. Pourquoi? Parce qu'elle a plusieurs lésions étagées. Donc le traitement, donc la cordarone, on a mis les antiagrégants plaquettaires parce que c'est une cardiopathie ischémique, les bêta-bloquants, les statines, l'HBPM et tout ça. Donc après tout ça, il y a quelque chose on doit y penser, c'est le traitement préventif. On va traiter la cardiopathie ischémique. Sachez que sa fonction ventriculaire est altérée et on doit la proposer pour la mise en place de ce qu'on appelle un défibrillateur automatique implantable. C'est le pacemaker, c'est comme un pacemaker qu'on met avec des sondes et quand ce défibrillateur, il a la même fonction que ce qu'on a fait pour la patiente. Il va choquer. Quand il va détecter une tachycardie ventriculaire, il va délivrer un choc à la patiente. Donc c'est indiqué, recommandé. Pour le prix de ce défibrillateur, je vous dis les prix parce que la science c'est bien, la théorie c'est magnifique, mais on ne peut pas toujours l'appliquer. Ce défibrillateur, il coûte 300 000 dirhams. Donc c'est chez cette jeune patiente de 42 ans, 300 000 dirhams. Hein? 300 000, oui. Donc il y a l'indication, mais juste, on sait qu'il faut le mettre, mais à défaut de moyens, donc c'est... Non, c'est comme un pacemaker, on ne le voit même pas. Donc c'est comme un boîtier de pacemaker. Chut, s'il vous plaît. Donc c'est comme un boîtier de pacemaker cutané avec des sondes arrivant au niveau des ventricules. Quand il détecte le TV, il va choquer. Il délivre un petit choc. Alors il est remboursé à 50% pour ceux qui ont la CNSS et la CNOPS. Voilà. On y va pour le prochain. Alors, c'est bon, tachycardie, ventriculaire, palpitation. Oui?
il n'y a pas de place pour la radiofréquence. Non, pas dans les TV, pas dans les tachycardies ventriculaires. Alors, troisième cas, un patient de 50 ans, tabagique, sexe masculin. C'est un patient de sexe masculin, tabagique, 30 paquets années, pas d'antécédents. Il consulte pour une douleur thoracique intense, irradiant vers le dos. Tous ces critères, tout ce que j'ai dit, c'est très tabagique, sexe masculin, jeune, douleur thoracique, irradiant au dos. Vous pensez à quoi? Un syndrome coronarien. Vous allez demander quoi en premier? ECG, il est normal. Elle est négative. Là, ECG normal, troponine. Le seul à l'examen physique, j'ai oublié de vous dire, il a un souffle au niveau du foyer aortique. Le radiologue, Alors, il y a un souffle au niveau du foyer aortique. Et vous avez vu votre patient, il est devant vous, il souffre, il ne somatise pas, il souffre, il y a de la douleur, c'est une douleur très intense, déchirante, et il vous dit j'ai une irradiation au niveau du dos, dorsal. Machine membre supérieur, pas la mâchoire, irradiation dorsale. Et il y a un souffle. J'ai fait bien sûr, la première chose à faire, c'est de faire l'électrocardiogramme pour éliminer un infarctus. Faire un prélèvement pour une troponine, oui. Je suis d'accord. Vous avez ausculté, il y a un souffle foyer aortique. Et même s'il n'y avait pas ce souffle-là, vu le contexte tabagique, sexe masculin, je vais penser à la dissection de l'aorte. Donc, sujet tabagique, douleur rétrosternale très intense, déchirante, qui irradie vers le dos, c'est peut-être une dissection de l'aorte. Il y a aussi la notion d'hémoptysie. Vous ne l'avez pas vu, mais il rapporte un peu la notion d'hémoptysie. Donc, cliniquement, je dis, il a une pression artérielle de 120 sur 110, symétrique, il y a un souffle aortique, il y a un examen neurologique qui est normal, troponine négatif. Alors, le reste de son bilan montre une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire à 6. On a fait la radiographie du thorax. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle sur ce thorax? Temps aortique, il est déroulé pour un sujet jeune. On n'est pas devant un sujet âgé. Mais également, il y a un élargissement médiastinal. Donc, il y a un élargissement médiastinal qui est frappant. Donc, 50 ans, HTA sévère symétrique, un souffle aortique, élargissement médiastinal et la douleur. Donc, quel examen je vais demander? Alors, l'aortographie, c'est un examen invasif qu'on demandait il y a longtemps. C'est une classification par produit iodé où on regardait la crosse de l'aorte et on voyait s'il y a une dissection. La dissection, je rappelle simplement que c'est une déchirure de l'intima. On sait qu'il y a 3 couches, l'intima, la média et l'adventice. Et c'est une déchirure de l'intima qui va progresser. Et elle va créer ce qu'on appelle un faux chenal. Il y a la lumière de l'aorte, lumière naturelle, et il y a la création d'un autre chenal attenant à la lumière naturelle. Donc, on a fait l'échocardiographie chez ce patient, elle a montré une dilatation au niveau de l'aorte ascendante. Mais ce qui est recommandé de faire quand on suspecte une dissection, c'est l'angioscanner. Donc, voici à quoi ressemble une dissection. Donc, ceci, c'est la classification. Donc, là c'est la crosse, là, c'est l'aorte ascendante, la crosse de l'aorte et l'aorte descendante. Donc, quand elle touche la dissection, donc c'est ce faux chenal que vous voyez ici. Il peut toucher toute l'aorte dans son ensemble, aorte ascendante, crosse et l'aorte descendante. Il peut toucher que la portion ascendante, il peut parfois monter au tronc supra-aortique, ou bien ne toucher que la partie descendante. Alors quand ça touche l'aorte ascendante, qu'elle soit complète ou juste ascendante, c'est un type A. Quand ça touche que l'aorte descendante, c'est un type B. Pourquoi on les classe? Parce que le traitement va changer en fonction de quel type de classification. Donc ce patient, on a fait l'angioscanner. Regardez le faux chenal où il est. Donc c'est quel type?
C'est une dissection de type B parce qu'on voit que l'aorte ascendante et les troncs sont épargnés. Alors là, comment je vais traiter? Alors les dissections de type B, il n'y a pas de chirurgie. Les dissections de type A qui ne concernent que l'aorte ascendante, c'est la seule indication à la chirurgie. Donc, entre-temps, ce patient, il va garder ses dissections, il va vivre avec. Donc, le risque avec la dissection, c'est quoi? Il risque quoi, ce patient? La rupture. Il risque la rupture de l'aorte. Donc, je dois le traiter de telle sorte à éviter les forces de cisaillement entre le faux chenal et le vrai chenal. Donc, pour cela, il faudrait que sa tension artérielle soit basse et sa fréquence cardiaque également. Donc, je vais le traiter par les bêta-bloquants. Donc, je vais donner un traitement par bêta-bloquant, stabiliser son hypertension artérielle. Mon objectif, une PAS entre 130 et 140 et une PAD entre 70 et 80. Ce patient, on l'a mis parce qu'il avait une insuffisance rénale sous diurétique, sous IEC, sous bêta-bloquant, et on n'arrivait toujours pas à contrôler sa pression artérielle, et on a eu besoin de le mettre sous un antihypertenseur central qui est l'aldol. En association, vous voyez le nombre de molécules qu'il a, un IEC, un IEC dose pleine, bêta-bloquant dose pleine et un antihypertenseur central plus un diurétique. Et à ce moment-là, on a pu contrôler son hypertension artérielle et sa fréquence cardiaque. Donc, le message de ce cas clinique, gardez à l'esprit, sexe masculin surtout, tabagique, douleur, irradiation vers le dos. Si j'ai un souffle, je suis plus orientée, donc je dois penser, si mon ECG est normal et que la douleur elle est très intense, je dois penser à une dissection de l'aorte. Donc sachez que l'étiologie principale de ces dissections de l'aorte, c'est l'hypertension artérielle chronique dans 72% des situations. Donc mon dernier cas clinique, c'est le suivant. Donc je vous propose 6 profils de patients. 6 profils de patients. On va les prendre un à un. Patient A, c'est un patient de 65 ans qui consulte pour nausées, vomissements et confusion. Type B, patient B, une patiente de 73 ans qui consulte pour un essoufflement brutal, des expectorations rosées et une forte douleur thoracique. C, 56 ans, douleur thoracique déchirante, irradiant au dos. D, 64 ans, elle a une faiblesse brutale au niveau de tout son hémicorps droit depuis 6 heures. Et enfin, E, 21 ans, une patiente a un léger mal à la tête. Elle consulte vu ses antécédents d'hypertension artérielle. Alors, tous ces patients ont en commun une élévation de la pression artérielle. Tous ces profils de patients que je vous ai présentés, les 6 profils de patients, ils ont une pression artérielle au-delà, la systolique au-delà de 110 et la diastolique au-delà de 110. Une fréquence respiratoire normale et ils sont apyrétiques. Alors, lequel de ces profils-là requiert un traitement antihypertenseur urgent? Je vous les remets. Je vous laisse regarder un moment. Alors, 51 ans, elle a un léger mal à la tête, et là, elle est suivie pour HTA, et là, elle consulte parce qu'elle a un peu mal à la tête, donc elle vient consulter. Est-ce qu'elle a besoin d'un traitement urgent? On va voir. Vous avez dit non. D'accord. Alors, C. 56 ans, une vive douleur thoracique déchirante, irradiant au dos. Ça vous fait penser à quoi? D'accord, C. B. D, pardon. D'accord. Elle souffre d'une faiblesse brutale au niveau de tout son hémicorps. Exactement. Donc on va aller voir un à un. D'abord, on va définir ce qu'on est en train de voir, ce sont les urgences hypertensives. Les urgences hypertensives. On va dès le départ les scinder en deux.
Il y a ce qu'on appelle la crise hypertensive et il y a l'urgence hypertensive. La crise hypertensive, c'est l'élévation de la pression artérielle, mais sans qu'il y ait de dommages au niveau des organes. Ni le cerveau, ni le cœur, ni l'aorte. Il n'y a pas de déficit moteur. C'est une élévation isolée de la pression artérielle. Ça, c'est la crise hypertensive. Puis, il y a l'urgence hypertensive. L'urgence hypertensive, c'est l'association de l'élévation de la pression artérielle couplée à une atteinte, à un dommage au niveau d'un organe vital. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'urgence hypertensive. Alors, quelles sont les molécules? Donc là, on est devant différents types de scénarios. Je vais voir comment je vais pouvoir traiter en urgence ces patients. Par quelles molécules? Je vous ai mis ce tableau-là. Mais la vraie vie est plus simple que ça parce qu'on a une seule molécule qu'on peut administrer en urgence. La nicardipine. On n'a que le Loxène, la seule molécule injectable à notre disposition. Parmi tout ce que vous voyez ici, c'est la nicardipine. Donc la nicardipine, c'est le Loxène, c'est un inhibiteur calcique. Alors on reprend le patient A. Patient A, il a des nausées, vomissements. Nausées, vomissements avec une élévation de la pression artérielle. C'est l'encéphalopathie hypertensive. On l'a examiné, pas de déficit moteur. L'examen des paires crâniennes est normal, l'examen neurologique est normal. Alors ce patient-là, il faut le traiter. On va donner quoi? On va donner la nicardipine, comme je vous ai dit, c'est la seule molécule disponible. Et sous surveillance. On donne la nicardipine par titration. C'est-à-dire je donne un CC, je le laisse se reposer, et je réévalue après 10-15 minutes, je reprends sa pression artérielle et je vois si elle a régressé. En principe, quand c'est l'encéphalopathie hypertensive, c'est-à-dire élévation de la pression artérielle, plus céphalée, nausée, vomissement, ces signes-là, céphalée, nausée, vomissement, ils vont régresser ou disparaître dès que la pression artérielle va baisser. Non. Cabinet où là il a les urgences, mais on n'hospitalise pas ces patients-là. Donc on surveille dès que la pression artérielle elle baisse. Bon, je ne sais pas le médico-légal ce qu'il dit, mais il faut traiter l'urgence. Oui, on peut remplacer par les comprimés. Pardon, docteur Belin. Oui. On a dit on va surveiller. Dans les urgences, on peut surveiller. Aux urgences, on peut surveiller les patients. Ils sont monitorés, ils sont scopés. Il y a les médecins autour. Donc, je suis d'accord dans une structure hospitalière. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on va l'hospitaliser, le garder? On les garde quelques heures, le temps que la pression baisse, le temps la disparition des symptômes d'encéphalopathie hypertensive et ils rentrent sous traitement de l'hypertension artérielle, bien entendu. Alors, le deuxième cas, on vient, 73 ans, essoufflement brutal, expectoration, rosée et une douleur thoracique. On pense à un œdème aigu du poumon. Alors, comment vous allez le traiter là? Vous avez examiné, il y a des râles crépitants. Il y a des râles crépitants de manière bilatérale. Qu'est-ce que je vais donner? Position demi-assise. On met la patiente en position demi-assise, on ne l'allonge pas. Si vous avez examiné, elle reste en position demi-assise. On met l'oxygène. Vous savez l'oxygène chez vous? Oui. Non, sérieusement, c'est une. Est-ce que tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas l'oxygène dans les cabines? Non. Il me dit oui. Allez, on avance. Alors, on a position demi-assise. Oxygénothérapie, diurétique type furosémide, le Lasix. À quelle dose? 1 gramme kilo. 60 kg, 60 mg, 80 kg, 80 mg, en IV. D'accord, donc je donne le bolus et je vérifie, je surveille. J'ai donné du diurétique, je dois surveiller la diurèse, la pression artérielle. Je vais également
un dérivé nitré parce que ça permet de réduire la précharge et la post-charge. Je mets un patch, vous avez le dérivé nitré en patch. Il y a 5 mg et 10 mg qu'on colle chez le patient. Sinon, en spray, si vous pouvez donner un Natispray en sublingual. D'accord, donc on est en train de... L'OAP, l'œdème aigu du poumon, c'est une conséquence de cette poussée hypertensive. Patient C. Le patient C, il est jeune, on vient de voir un cas pareil, thoracique, vers le dos, c'est une dissection, donc il y a un souffle d'insuffisance aortique, je dois baisser la pression artérielle systolique. Comment on a vu que tout à l'heure qu'il faut la baisser idéalement par le bêta-bloquant pour réduire également la fréquence cardiaque et donner un antalgique. Patient D, elle se plaint du hémicorporel. Donc vous l'avez examiné, c'est un déficit moteur avec une aphasie. Alors, cette dame-là, particulièrement, quand on est devant un AVC, bien sûr, je dois dire si c'est un AVC ischémique ou hémorragique. Et il ne faut pas baisser la pression artérielle, sauf dans les cas extrêmes, quand la PAS dépasse 220 de systolique et 120 de diastolique. Autrement, je ne baisse pas parce que le risque, quand je baisse la pression artérielle, c'est l'hypoperfusion cérébrale. On a déjà un bout du cerveau qui est endommagé et en baissant la pression artérielle, je risque d'aggraver cette baisse d'irrigation cérébrale. Donc, je ne traite pas, sauf si la pression dépasse 220 de systolique et 120 de diastolique pour les AVC ischémiques et pour les AVC hémorragiques 180 sur 100. Pour les AVC en dessous de ces valeurs-là, je ne traite pas. Donc, alors pour notre patient, on va revenir D. On surveille. On va faire le scanner, on a confirmé est-ce que c'est un AVC ischémique ou hémorragique, on va surveiller, on ne traite pas. Alors enfin le patient E. Patiente E, c'est la patiente qui est suivie pour hypertension artérielle, elle est déjà sous traitement et elle consulte parce qu'elle se plaint de céphalée. Quand elle est arrivée, elle a effectivement une pression artérielle qui est élevée. Donc, ça ne justifie pas le traitement en urgence, c'est-à-dire pas de traitement injectable. Il faut juste revoir, parce qu'il n'y a pas, c'est une crise hypertensive sans qu'il y ait de dommages sur un organe et sans que les chiffres soient extrêmes. C'est-à-dire, je suis à moins de 220. Donc, je dois juste réévaluer sa prise tensionnelle et chercher s'il n'y a pas eu de facteur extrinsèque que là, sa pression, elle s'est augmentée, un coup de est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a pris du café avant de venir consulter? Donc, je dois juste faire un réajustement thérapeutique de injectable. Donc, vous voyez que ces différents types de patients, ils consultent parce qu'il y a plusieurs symptômes, mais on a trouvé que le dénominateur commun, c'était une élévation de la pression artérielle, mais chez tous, ça ne justifie pas un traitement injectable ou bien une hospitalisation chez tous ces profils de patients que nous avons vus. Voilà, si vous avez des questions, je suis à vous, sinon je vous en prie.